Je suis avec Dominique, qui est le CEO PDG des performances. Dominique va se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je répète un petit peu ma présentation pour les nouvelles personnes qui se connectent sur ce webinaire. Je suis la fondatrice de la startup Lemon Drops. Le nom bien de Lemon Drops, goutte de citron avec le sen, pour apporter voilà, une bonne goutte d'épanouissement, de fraîcheur dans les quotidiens des collaborateurs et des entreprises grâce au développement des compétences comportementales. Et c'est comme ça que nous avons fait appel à Performance parce que dans nos travail quotidien des formations et d'accompagnement d'accompagnement de ce développement des compétences en entreprise, on intègre, nous, ce qu'on appelle des bilans des soft skills. Hein. C'est comme ça que nous, chez Lemon Drops, on les appelle. Ce sont des tests qui permettent de découvrir les facteurs de motivation d'un candidat ou d'un collaborateur qui est déjà en poste, qui permettent de aussi faire un focus sur les soft skills prédominants sur cette personne. Et nous, on s'en sert beaucoup pour justement les renforcer et aider les autres collaborateurs, enfin aider les collaborateurs à se compléter au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Et donc, ça nous aide énormément de pouvoir travailler avec le support des performances pour démarrer déjà sur un bilan solide qui nous permettra derrière de développer les compétences nécessaires en entreprise. Encore une fois, pour nous, c'est les compétences comportementales dites soft skills, contrairement aux hard skills qui sont plutôt les compétences techniques. Et je vulgarise un peu, hein, je sais qu'il y a des gens qui connaissent par cœur toutes ces notions-là, mais il y en a d'autres qui découvrent. Donc, les hard skills, c'est bien les compétences techniques, c'est-à-dire apprendre à travailler sur une machine, apprendre à faire du code, à apprendre à gérer un fichier Excel, des choses comme ça. Alors que les soft skills, les compétences comportementales, c'est avoir la capacité de comprendre les émotions des autres, de comprendre ses émotions, ses propres émotions, de les gérer, de les optimiser pour pouvoir activer des modes de fonctionnement, on va dire, plus positive pour notre quotidien, la capacité d'écoute, la pensée stratégique, une bonne communication, etc. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Dominique qui a gentiment accepté de participer à cette matinée d'une érodée et de nous offrir 45 minutes de son temps pour parler de son expertise, qui est bien les soft skills, qui est là pour vous faire un joli webinaire. Alors, ça sera un échange plutôt qu'un webinaire, hein. Et vous proposer quelques notions et vous éclairer sur toutes ces thématiques-là. Donc, merci Dominique et bienvenue. Et je vous laisse la parole. Merci Evelyne. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Le son est bon pour vous. Merci Evelyne de m'accorder ce temps et puis sur les éléments de soft skills, je vais me présenter en premier lieu. Donc je dirige effectivement Performance depuis 7 ans avec un passé de 22 ans chez Performance. Performance a été créé en 1988, donc ça fait plus de 35 ans qu'on travaille sur la connaissance de l'individu au travail. Donc notre expertise est vraiment centrée sur toutes les données, les facteurs de personnologie qui nous permettent de comprendre le fonctionnement d'un individu en situation professionnelle. Donc on a un métier d'éditeur, on est éditeur sur des tests psychométriques, c'est-à-dire que
on va mesurer, enfin on va prétendre, même s'il faudra qu'on me donne vraiment la recette un jour exact pour mesurer des comportements, mais on s'appuie sur des modèles théoriques, des modèles dits de personnalité, de motivation au travail, de schémas cognitifs, d'aptitudes, qui vont nous permettre de comprendre comment la personne va agir en situation professionnelle. Donc dans des phases soit de sélection, soit des phases de développement, de réflexion sur sa carrière ou d'efficacité collective. Donc au-delà de ce métier d'éditeur, nous accompagnons au quotidien les entreprises qu'ils veulent clarifier ou en tout cas donner une vision claire des attendus en termes de comportement sur des sujets de leadership, sur des sujets de recrutement pour définir un poste et un contexte, pour définir aussi des attendus en tant que chef de projet ou dans la relation client, par exemple. Mais tout type de sujet finalement aujourd'hui, mais j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc métier voilà, d'éditeur, métier de conseil pour les entreprises. Et effectivement, Evelyne m'a demandé d'interagir avec vous, hein, d'avoir une conversation sur cette notion de soft skill. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui pour tenter de délimiter, repréciser finalement les choses. Euh, ce que je vous propose, effectivement, c'est 3 temps et puis d'avoir des interactions avec vous. 3 temps autour de bon, déjà essayer de redéfinir ce qu'est un soft skill, mais Evelyne l'a précisé tout à l'heure. L'intérêt, pourquoi finalement en parle-t-on autant aujourd'hui et quels sont les sujets qui se posent, les problématiques qui se posent en termes d'évaluation, notamment des compétences comportementales, en tout cas d'être plus précis, et comment objectiver cette donnée et comment on peut faire finalement concrètement dans les organisations aujourd'hui. Donc voilà le schéma que je vous propose. Euh, alors, je vous propose de démarrer. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez rebondir ou poser une question ou me demander de préciser. Si je peux vraiment ajuster les choses, je le ferai bien volontiers. Alors, premier point, qu'est-ce qu'une soft skill? On le dit plutôt au féminin. Alors, c'est apparu dans les années 60 hein, aux États-Unis. Aujourd'hui, on utilise cette notion de soft skill, mais par le passé, on a pu parler de compétences comportementales. D'ailleurs, Evelyne a utilisé cette expression tout à l'heure, où on parlait aussi de savoir-être. En tout cas, cette notion de soft skill, on la définit souvent en opposition au hard skill. Donc, finalement, une soft skill exclut toute forme de connaissance métier, de savoir particulier et en tout cas tout sujet lié à une technicité particulière. On l'a défini comme ça, mais en même temps, il y a un caractère assez flou. Si vous demandez aux scientifiques, on a beaucoup de mal à le délimiter. Et je vais essayer de le définir, hein. En tout cas, c'est notre parti pris chez Performance, ou une soft skill ou une compétence comportementale pour éviter cette coquetterie. Ce serait finalement un ensemble de dispositions, un ensemble de qualités, un ensemble de ressources individuelles qui permettent l'adaptation à soi, aux autres et à son environnement. Donc on retrouve ces 3 dimensions, c'est-à-dire l'adaptation à soi, bien sûr, pour s'ajuster par rapport aux situations qu'on va rencontrer, aux différents contextes, mais aussi lié à la connaissance de soi. La littérature scientifique quand même expose à chaque fois, c'est que plus on a une vision claire de soi, plus on est performant, plus on se connaît, plus on a une conscience à la fois de ses atouts et de ses facteurs limitants, plus on va pouvoir mettre en place en fait des stratégies d'adaptation. Donc une vision claire de soi, c'est effectivement essentiel aujourd'hui pour pouvoir se confronter à des situations nouvelles, à des situations critiques
pour pouvoir s'adapter tout simplement aux attendus d'une organisation. Vision claire aussi des autres, c'est-à-dire dans nos interactions, on est dans un monde de plus en plus transverse, en tout cas qui exige de plus en plus de se connecter avec une diversité, soit de personnes, mais aussi d'environnement. Et donc, la vision que l'on peut avoir des autres est extrêmement utile pour être plus performant. Alors, je vais redéfinir aussi ce qu'est la performance, parce que c'est aussi un spectre assez flou. Euh, mais donc, une soft skill, ça permet effectivement une adaptation, finalement, au monde qui nous entoure, comprendre ce qui se joue pour moi, comprendre ce qui se joue pour les autres, et comprendre ce qui se joue pour l'organisation, et de fait, adapter ses comportements. Donc, elles s'expriment généralement, les soft skills, à travers notre personnalité, nos motivations, notre manière de composer avec les émotions, notre manière de résoudre des problèmes plus ou moins complexes, ou encore d'interagir. Donc, la notion de soft skills peut être aussi soutenue, même si plusieurs écoles peuvent être, sont soutenues de mon point de vue par des habiletés cognitives. Donc, les soft skills, finalement, ce serait cet ensemble de comportements qui nous permet d'atteindre, de réaliser une tâche déjà en premier lieu, et d'atteindre des objectifs qui seraient fixés par un environnement. Et en l'occurrence, là, parlons de l'organisation des entreprises qui fixe ces objectifs. Oui, Donc voilà, donc, oui, pardon. excusez-moi Dominique, je vous coupe. Mais Oui. justement, c'est très intéressant ce que vous évoquez. Vous avez évoqué aussi le fait d'avoir aujourd'hui un intérêt plus poussé, on va dire, par rapport à ces soft skills. Et pour du coup arriver au point numéro 2, et vous avez évoqué aussi la performance. Bah, quel serait l'intérêt? Pourquoi il y a un intérêt beaucoup plus important aujourd'hui d'aborder ces sujets, de les développer, de se concentrer un peu plus Ouais, sur la scène professionnelle et les soft skills, leur place en fait ouais. dans la scène professionnelle. Ouais, alors les soft skills, en fait, je vais parler de la notion de performance. La notion de performance, historiquement, je renvoie à l'ère industrielle du XXe siècle. Euh, le focus était principalement réalisé sur ce qu'on appelle la performance à la tâche, c'est-à-dire la capacité d'une personne à réaliser une tâche sur un plan quantitatif et qualitatif. Et lorsqu'on regardait cette notion de performance à la tâche, on s'attachait, en tout cas les organisations, s'attachaient à regarder des éléments très objectifs, donc liés au type d'études, au niveau d'études et au type d'études de la personne, et aussi à son expérience. Ce qui est d'ailleurs toujours un prédicteur. Euh, Aujourd'hui, on va parler, il y a des changements profonds dans les organisations. Un changement profond, c'est l'approche inclusive. L'approche inclusive par opposition à l'approche exclusive. C'est-à-dire que dans le passé, on considérait que les comportements avaient une vraie importance pour les personnes qui étaient souvent à la tête des entreprises, hein, les élites, une approche un peu exclusive, où je renvoie notamment à McKinsey, qui avait défini la notion de talent comme étant c'était un petit nombre. Et donc, on s'intéressait principalement à eux. Aujourd'hui, cette approche inclusive fait qu'on va plutôt considérer que tout le monde a un talent, et dans une dans des modèles organisationnels où l'approche est beaucoup plus horizontale que verticale, en fait, on est interconnecté. Et tout le monde possède un talent, et il faut trouver les conditions environnementales pour aider la personne à exprimer sa singularité, son talent. Donc ça, c'est une approche qui est pas totalement nouvelle, mais avant, globalement, on disait les comportements, finalement, ce sont les cadres. Maintenant, on dit c'est tout le monde. Et c'est tout le monde pourquoi? Parce que
il y a un élément clé dans la performance, c'est la performance contextuelle. La performance contextuelle, donc, c'est la capacité d'une personne à s'approprier les codes de l'entreprise, les normes de fonctionnement de l'entreprise. Certains parleront de valeurs de l'entreprise, de culture de l'entreprise. En tout cas, cette capacité à s'approprier finalement ce qui se joue dans l'organisation. Et quels sont les éléments qui vont inspirer la politique, la dimension politique de l'entreprise. Donc, la performance contextuelle est devenue clé aujourd'hui et plus uniquement pour un petit nombre de personnes, pour l'ensemble des salariés, des collaborateurs et des collaboratrices, à pouvoir porter l'ambition de l'entreprise, à pouvoir se différencier sur un marché concurrentiel, à pouvoir aussi certainement soutenir la stratégie de l'entreprise et son positionnement sur un marché de plus en plus mondialisé. Donc, cette performance contextuelle est clé. Et puis, je rajouterai la dernière, l'autre dimension de la performance, qui est la performance adaptative. Et là, quand je vous parle de performance adaptative, vous comprenez de manière évidente que dans un monde où les cycles métiers, le renouvellement des cycles métiers s'accélère, où il y a des évolutions sociétales, où aujourd'hui on va valoriser un certain nombre de choses, notamment liées à la responsabilité sociale des entreprises, eh bien la capacité à s'adapter rapidement va solliciter ou faire appel à cette dimension comportementale. Donc, on est passé finalement d'une ère industrielle où finalement on était plutôt on demandait aux salariés, aux collaborateurs d'exécuter dans un process très bien délimité, très clair les choses. Aujourd'hui, on demande beaucoup plus de flexibilité pour s'ajuster finalement au monde qui nous entoure. Et c'est permanent. Si je renvoie, par exemple, à ce qu'on peut vivre depuis une quinzaine d'années maintenant, des grands projets de transformation des entreprises, fait que on est de plus en plus dans une approche court-termiste où il faut produire des effets rapidement dans son contexte. Et donc, produire des effets rapidement fait appel à une dimension comportementale, telle que produire des idées nouvelles, le degré de flexibilité, le sens critique, des stratégies de résolution de problèmes, fait qu'on va regarder au-delà de la technicité de l'individu, son degré de technicité, on va regarder aussi sa capacité finalement à renouveler son stock de compétences, son stock de connaissances, notamment avec la capacité d'apprentissage, et aussi on va regarder pour cette personne sa capacité à pouvoir partager tous ces éléments de connaissances avec le plus grand nombre d'entreprises pour justement s'adapter aux contraintes, mais aussi aux stratégies, aux tactiques qui se mettent en place dans les organisations. Donc il y a aujourd'hui un intérêt qui est de plus en plus présent pour les entreprises, à dire finalement, on ne sait pas ce que va faire la personne demain, ni comment on va le faire. Alors quand je dis on ne sait pas, à horizon de 3 ou 5 ans, on ne sait pas. Il y aura des changements, ne serait-ce que des changements technologiques, ne serait-ce aussi que des éléments environnementaux comme qui aurait pu prédire la pandémie qu'on a connue en 2020, qui aurait pu prédire même si voilà, certains me disent oui, on pouvait l'imaginer, ben oui, mais ça s'impose à nous du jour au lendemain. Je vous renvoie à la sidération qu'on a connue, je crois que c'était le 16 mars 2020, quand le président de la République a annoncé le confinement. Ben, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Et il faut s'adapter, il faut convertir la réalisation de nos tâches qu'on faisait en présentiel en distanciel, il faut changer les façons de faire. On voit les personnes maintenant enfin les salariés qui se mettent en périphérie de l'entreprise avec le distanciel, avec des formats de contrats très différents. Il faut s'adapter. Et après, il y a la hausse des prix de l'énergie, il y a qui nous oblige à repenser les choses. Donc aujourd'hui, l'ajustement, la capacité d'adaptation est clé.
Et on sait qu'aujourd'hui, moi j'ai entendu souvent cette phrase de la part des dirigeants. Avant on disait c'est le plus gros qui mange le plus petit. Maintenant on dit c'est le plus rapide qui gagne contre le plus lent. Voilà. Donc cette approche un peu plus court-termiste aujourd'hui, subie ou souhaitée, euh, oblige, ou en tout cas suppose, de regarder ces ressources au-delà des éléments techniques. On le sait aussi, Merci. oui, pardon. Oui, merci Dominique. C'est très intéressant et effectivement, on voit l'intérêt des soft skills par rapport aux besoins modernes, on va dire, de l'activité Oui. économique, des entreprises, des individus, de leur développement. Mais on se pose quand même la question, tout à l'heure vous avez parlé des éléments objectifs hein, qui étaient mesurés avant avec justement les compétences techniques, etc. Euh, et quand on parle des compétences comportementales, on parle bien d'émotionnel, on parle bien de capacité d'adaptation, on parle bien de capacité d'écoute. Et tout ça, ça reste quand même quelque part enfin, c'est quand même du domaine du subjectif, contrairement à ces côtés très objectifs qu'on cherche en entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement aller au-delà du fait qu'on a compris l'intérêt, mais derrière, comment est-ce qu'on mesure ces compétences-là, comment est-ce qu'on les développe, comment est-ce qu'on peut Mm. les intégrer concrètement dans les quotidiens des collaborateurs et des entreprises. Alors tout à fait, la performance à la tâche, on regarde des critères subjectifs, des éléments de CV, c'est très sécurisant, et voilà, type d'études, type d'expérience. Et lorsqu'on regarde la capacité de l'individu à s'approprier les données culturelles de l'entreprise, à s'approprier la stratégie ou la performance adaptative, effectivement, on est sur des critères beaucoup plus subjectifs qui sont très embêtantes, puisque la question qui se pose, c'est comment on les mesure et comment on les mesure de manière fiable. C'est-à-dire, alors je renvoie souvent à cette phrase de Pierre Dac qui disait que un pronostic est toujours difficile à faire, surtout quand il concerne l'avenir. Eh ben oui, sur quoi on s'appuie pour pronostiquer avec la plus grande précision possible? Alors, je dis, il faut se tranquilliser. La prédiction à 100% n'existe pas. Il y a tellement de paramètres qu'il est difficile. Mais par contre, il existe effectivement, et le monde scientifique a largement proposé des modèles de ce genre. Donc, vous avez des modèles comme les modèles de la personnalité, et qu'on sait vraiment de manière fiable mesurer à travers des questionnaires, mais aussi des mises en situation, ou aussi des épreuves. On est en capacité vraiment de faire un pronostic assez précis sur les données de personnalité de l'individu. Mais c'est pas suffisant. Et je crois qu'il faut regarder aussi les éléments de motivation au travail, puisque les motivations vont être des leviers forts qui vont donner de l'allant, de l'engagement. Donc là, c'est en fait, à travers les motivations, c'est comprendre ce qui va stimuler la personne, comprendre ce qui va créer le levier d'engagement, comprendre comment la personne va aller au-delà du cadre prescrit de ses tâches. Les motivations vont vraiment donner un éclairage, et lorsqu'elles sont combinées avec la personnalité, vont nous apporter de la précision. Donc, une approche multidimensionnelle. Mais selon moi, ça n'est pas suffisant. Il faut regarder, ou en tout cas tenter aussi d'appréhender pour l'individu ce qu'on appelle les schémas cognitifs, ou ce qu'on pouvait appeler enfin aujourd'hui encore, la notion de croyance, c'est-à-dire en fait les représentations de l'individu dans sa relation à l'emploi. Comment envisage-t-il de contribuer? Quel est son positionnement? Quel rôle veut-il jouer dans l'entreprise? Comment il appréhende sa relation avec son employeur, et notamment dans les phases de transformation? Ça va être clé pour mesurer la capacité de la personne à aller au-delà du cadre prescrit, pour dépasser le cadre, pour avoir une contribution organisationnelle stratégique, pour avoir cette appropriation stratégique, mais aussi pour comprendre ces stratégies finalement d'adaptation au monde qui l'entoure et au changement. Donc, euh, nous avons des données où on peut capter, en tout cas à travers des modèles très très fiables, commencer à mieux comprendre
l'individu dans ses ressources, ses qualités et ses dispositions. Mais vous l'avez dit, évaluer, et enfin, les outils que l'on peut proposer ne sont pas suffisants. Il faut le compléter d'une approche qualitative, selon moi. Et cette approche qualitative, c'est des éléments d'entretien, c'est-à-dire mener et confronter ces résultats en traitant d'égal à égal pour valider les hypothèses qui sont posées. Donc, une approche quantitative à travers des mesures complétée par une approche qualitative dans des entretiens structurés, par exemple, permet effectivement d'être plus précis, plus juste, plus fin dans les mesures. Alors, oui, C'est pardon. très, très intéressant, Dominique. Et donc, par exemple, très concrètement, lorsqu'on on a fait un test de ce type-là, on a échangé et donc on a eu cette approche qualitative d'échange, d'entretien, euh, comment est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce que ça peut apporter, comment est-ce qu'on peut aller au-delà, derrière, dans la pratique, ça sert à quoi objectivement? Est-ce que ça sert que à, par exemple, euh, intégrer quelqu'un dans l'équipe, hein, si on est dans des situations d'embauche? Est-ce que ça sert aussi à développer certaines compétences, à les accompagner dans un développement des carrières? Comment est-ce qu'on peut vraiment se servir de ces données-là? Oui, oui, alors si on prend différentes phases, effectivement, la sélection, ça permet d'éclairer le processus décisionnel, c'est-à-dire à compétence égale sur la technicité, quelle est la personne qui va développer plus d'écoute, plus de transversalité, plus de contribution au collectif, va être en capacité d'imaginer de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. Est-ce qu'elle va être aussi respectueuse des codes et des processus qui sont en place dans l'entreprise? Donc, ça va nous permettre effectivement d'éclairer notre processus décisionnel, mais en étant au centre des intérêts réciproques. C'est-à-dire, au centre des intérêts réciproques, c'est que à la fois l'évaluateur et le recruteur général doit prendre la meilleure décision possible, mais aussi doit aider le candidat et futur collaborateur potentiel à se projeter et à prendre aussi cette décision. C'est-à-dire que en sélection, nous concevons, en tout cas chez Performance, que on doit traiter d'égal à égal, que chacune des parties doit prendre des décisions de manière plus éclairée. Et donc, c'est un enjeu fort de la sélection, de mieux se comprendre, à la fois le recruteur en précisant ses attentes, les attentes liées au poste, liées à l'entreprise, liées donc à l'ambition, à la stratégie d'entreprise, et puis aider le collaborateur à mieux se positionner. Donc ça c'est important parce que je pense qu'on ne retrouve pas un candidat qui va répondre à la totalité des exigences du poste. Et donc, il y aura bien une phase d'intégration et il faudra bien soutenir pour cette personne, l'aider à compenser ou en tout cas exprimer ou mieux comprendre en fait les attendus et se développer sur des zones ou en tout cas des comportements qui seront nécessaires malgré tout. Et c'est la bonne nouvelle, en fait, lorsqu'on parle de soft skills, de compétences comportementales, c'est de la considérer comme une compétence. Si on la considère comme une compétence, ça veut dire qu'on peut la développer. Donc c'est pas lorsqu'on définit ou on regarde les dispositions de la personne, on va pouvoir l'aider à soutenir les efforts qu'elle va produire. Et ça, c'est la bonne nouvelle, justement en regardant les motivations, ce qui va lui donner de l'allant et ce qui va produire de l'engagement, en essayant aussi de favoriser, de lui donner des clés de compréhension sur les attendus et en créant les conditions environnementales de soutien à ces efforts, on va pouvoir l'emmener on va pouvoir emmener un individu
à justement s'engager dans un apprentissage nouveau. Et ça, c'est vraiment très important puisque les soft skills, c'est là où c'est prioritairement pour moi utile de les mesurer, c'est de comprendre quand la personne sortira de ses habitudes, quand sortira de son cadre habituel de tâches, lorsqu'elle sera confrontée à des situations critiques, des situations nouvelles, des situations qui nécessitent un apprentissage nouveau, plus on l'a compris, plus on en a partagé avec elle des éléments de progression, plus la personne va se mettre en mouvement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, de dire que l'évaluation n'est pas qu'un acte de dire je retiens pas, c'est un acte d'apprentissage, de connaissance mutuelle pour être au centre des intérêts réciproques. Merci Dominique. Et effectivement, là, on voit la relation entre les soft skills, la motivation et finalement la performance, parce que quelqu'un qui a développé ces compétences-là, qui lui permettent de rester motivé, de rester pertinent dans son poste, de mieux coopérer, Mm. d'avoir confiance en lui ou en elle, hein, parce que aussi les projets fonctionnent, eh ben, automatiquement, on va avoir des bénéfices aussi en termes de performance, hein, pour la personne. Hein. Chez Zemon Drops, on parle beaucoup qu'est-ce que c'est que la performance? C'est plutôt avoir des objectifs et pouvoir les atteindre à titre individuel ou à titre collectif. Alors pour une entreprise, on parle aussi de performance économique. Et c'est là où vous évoquez souvent cette nouvelle notion de performance économique, mais aussi sociétale. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous entendez par là quand vous évoquez cette performance sociétale également? Alors, simplement, si vous regardez des référentiels d'entreprises, enfin, des organisations, il y a encore une vingtaine d'années, elles étaient principalement centrées sur la réalisation des activités. Donc, si vous prenez des fiches de poste, des annonces, elles étaient centrées sur les activités. Ensuite, on a évolué où on a exposé en fait des choses qui étaient liées aux interactions, à la communication, aux capacités de la personne à participer à un but collectif. Et aujourd'hui, dans tout ce qui peut constituer ou fonder une fiche de poste, une fiche de mission, une annonce, eh bien, vous retrouvez aussi des éléments qui vont bien au-delà, c'est-à-dire le rôle de l'entreprise, son positionnement sur son marché, ce qu'elle porte aussi en termes de valeurs. La politique RSE, par exemple. Donc, vous allez au-delà de l'activité et au-delà même des modes d'interaction qui sont privilégiés dans cette organisation. On voit se fonder finalement quelque chose qui dépasse tout cela. Et on sait aussi, alors la notion de sens a toujours existé en fait, hein. Un individu cherche du sens. Et on voit que aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, ont une sensibilité beaucoup plus forte sur l'impact qu'ils auront à travers l'organisation sur le monde qui les entoure. Donc, aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'organisations qui vont mettre en avant, bien sûr, les activités, et ça reste toujours très important, les activités que la personne devra réaliser et quel est son degré de technicité qu'elle devra acquérir ou qu'elle possède déjà pour réaliser ces tâches. Mais elle le fera non plus seule, cloisonnée, de manière silotée, dans des entreprises qu'on pouvait très pyramidal, très hiérarchique. Aujourd'hui, c'est un monde très ouvert. Voilà, c'est un monde très ouvert où on est interconnecté. Donc, cette performance sociale, à travers tout ce qu'on peut entendre de l'approche inclusive, du bien-être, de la satisfaction des personnes, est clé. Et puis, pour pouvoir aujourd'hui recruter, il faut vraiment que les organisations prennent en compte une autre dimension de la performance qui ne soit pas purement liée à la profitabilité, liée à la rentabilité. C'est comment je crée cette profitabilité et à quoi elle sert cette profitabilité. Autrement dit,
si je gagne beaucoup d'argent, ça ne me suffit plus. Je veux comprendre aussi comment sera peut-être dépensé cet argent, si et pour quel type de bonheur finalement ce sera. Ouais. Et donc ça, c'est important. Vous voyez de plus en plus d'entreprises qui cherchent en tout cas à concilier ces performances, alors que je pense euh, que si la performance sociale a toujours été dans les entreprises paternalistes, il y avait quand même un focus sur la performance à la tâche, voilà, et la performance opérationnelle, performance économique. Et qu'aujourd'hui, on élargit le spectre voilà, qui prennent en compte ces évolutions sociétales. Il ne suffit plus d'être extrêmement performant sur le plan économique. On regarde aussi, par exemple, dans quel état émotionnel et mental se trouve son équipe ou avec les personnes avec qui j'interagis. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Enfin, pour moi, de mon point de vue, ça va dans le bon sens, de cette idée qu'en fait, on œuvre à un but commun. Voilà, que ça n'est pas au seul service des actionnaires, par exemple, ou au seul service des élites qui dirigent notre organisation. Ça veut dire aussi, et je reviens à cette approche inclusive qui me paraît clé, en fait, dans le regard que nous portons sur quel est l'intérêt, finalement, de ce que je fais si ça nuit à quelque chose. Alors, ça peut nuire aux autres, à la planète, etc. Donc, je regarde l'impact que je peux avoir sur le monde qui m'entoure. Et donc, c'est très important enfin, pour les organisations de créer ces conditions-là qui permettent à la fois de développer bien sûr économiquement son organisation, mais de participer aussi à la satisfaction de ceux qui y contribuent. Et je dirais presque à la fierté, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de à quoi je participe. Totalement. Merci beaucoup, Dominique, pour ces éclairages et pour ces témoignages. Et effectivement, on revient aussi avec ça, encore une fois, à l'intérêt des soft skills aujourd'hui, en fait, par rapport à tous ces besoins aussi des entreprises de mieux recruter, d'engager, de fidéliser, hein. On revient aussi à ces notions des marques employeurs. Et tout cela, aujourd'hui, prend beaucoup de place, hein. On a presque l'obligation, hein, enfin presque, je dirais, c'est une obligation aujourd'hui des entreprises de se tourner vers ça. Et aujourd'hui, il y a des outils, hein, alors soit des mesures comme les outils de performance, ou alors soit des développements comme ce que nous faisons chez Zemandrops, qui est plutôt de l'ordre de la formation. Euh, moi, pour ma part, c'est assez clair ce que vous avez évoqué. Si vous êtes d'accord et si vous avez peut-être encore un peu de temps, on peut peut-être ouvrir les questions au public, à moins que vous ayez envie de conclure avec un message ou... Oui, il y a un message, en fait, c'est ma conclusion. Encore une fois, il faut prendre éventuellement de la distance avec ce que je vais dire, mais euh, de prendre plusieurs éléments, enfin en tout cas avoir plusieurs objectifs, performance économique, performance sociale, performance sociétale, euh, oblige, selon moi, les entreprises à préciser leur stratégie. C'est-à-dire qu'il y a un point que je remarque, que j'observe, c'est que les organisations sont de plus en plus dans une approche court-termiste, subie ou souhaitée, c'est-à-dire vraiment dans la partie opérationnelle et viser des objectifs immédiats. Tout va très vite, tout s'accélère, on ne sait pas ce que sera fait demain, et donc on oblige souvent à s'ajuster très très rapidement. Or, le fait d'avoir des objectifs beaucoup plus variés que certainement le passé suppose certainement de fixer des priorités.
et fixer des priorités, les hiérarchiser, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. On ne peut pas tout faire. Et mon message en conclusion, c'est vraiment clarifier, préciser la stratégie pour donner une vision claire aux collaborateurs de ce qui est important de couvrir et quelle est l'approche, enfin, de concilier court terme et long terme. Ça, c'est le montant. Donc, il faut prioriser, il faut donner une vision claire de son environnement, des moyens, de ce qui est attendu, de ce qui est acceptable, moins acceptable, qu'est-ce qui finalement est rattaché à une logique dans l'entreprise, dans l'organisation, pour que les personnes puissent se positionner. Il ne faut pas, dit autrement, il ne faut pas que ça reste du marketing et des grands discours. Il faut aussi que les stratégies puissent se transposer quotidiennement sur les terrains d'opération. Parfait, merci Dominique. Et effectivement, on est aligné là-dessus. De toute façon, ça ne passe plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Avoir un discours qui ne soit pas aligné avec l'activité et les actions sur le terrain, ça c'est très vite. Ça nuit à la marque employeur, ça nuit aux collaborateurs, ça nuit à l'entreprise, à sa performance, à sa mission, à sa vision. Donc, toute effectivement, cet alignement et la gestion des priorités pour que ce qu'on annonce quelque part puisse voir le jour de façon concrète et effectivement nécessaire. Et il y a des outils pour ça. Merci Dominique. Il y a pas mal de commentaires et des remerciements aussi pour tous ces éclairages-là. J'ai une question de la part de Patricia. Comment réagir quand un manager ne vous intègre pas dans son équipe? Alors là, on est un peu plus peut-être Alors, j'ai peur l'opérationnel. Comment? ouais, j'ai peur de ne pas comprendre la question, mais s'il ne vous intègre pas dans son équipe, c'est que vous ne faites pas partie de son équipe. Enfin, Déjà, la première chose, je pense, alors, il faut aussi comprendre le contexte, hein. Dominique l'a bien expliqué aussi, c'est que quand on est en entreprise, effectivement, il y a ce côté individuel, connaissance de soi, mais aussi cette ouverture aux autres et cette analyse du contexte de l'environnement qui nous entoure. Donc, je pense que c'est toujours important de se mettre en position d'écoute active, d'échange active aussi, hein, sans se mettre, et je dis ces mots avec des pincettes, mais on a tendance, et c'est très humain, de se mettre en position de victime par le fait de vouloir se protéger. Et ça, il en va de l'émotionnel aussi, hein. On est en plein dedans, en fait, hein. La thématique de ce neurodé, c'est la force des liens émotionnels comme moteur sain des réussites professionnelles. Et donc, savoir gérer cet émotionnel, et c'est pas évident, mais ça se fait. Et donc, aborder la situation de façon très tangible, efficace, professionnelle, mais l'aborder. Parce que si on n'en parle pas, ça ne marchera pas. Et peut-être que le manager, il ne sait même pas qu'un collaborateur sent qu'il n'est pas intégré dans l'équipe. Parce qu'on a tous des visions très différentes des choses. Donc, alors, cette question, elle demande de connaître les contextes, etc. Donc, on ne pourra pas s'attarder aujourd'hui sur ça. Mais ça revient à une connaissance de soi, une connaissance des autres, une connaissance du contexte et à des soft skills, hein. Comment gérer ces situations-là pour s'en sortir de façon positive pour soi et pour les autres. Dominique, je vous ai coupé. Vous aviez quelque chose à dire? non, juste effectivement préciser qu'il faut reprendre pour comprendre, c'est l'histoire finalement de nos organisations.
encore une fois, très, très pyramidal, très hiérarchisé, et surtout, le lien qui est fait, ce sont des liens fonctionnels, c'est-à-dire liés aux activités. Or, une équipe peut être composée de personnes qui ne réalisent pas les mêmes activités ou ne sont pas rattachées au même domaine d'activité. C'est-à-dire qu'une équipe n'est pas toujours, ou en tout cas aujourd'hui de plus en plus, n'est pas forcément toujours fondée sur l'activité. Elle peut être fondée sur une approche relationnelle, elle peut être fondée aussi sur une ambition qui dépasse l'activité. Une ambition, un but, un objectif qui dépasse l'activité elle-même. Donc, il faut, si on retrace, c'est vrai que le management, tel qu'il a été décrit, défini pendant voilà, des décennies, ce sont généralement des personnes qui avaient des performances à la tâche supérieures aux autres ou équivalentes, mais en tout cas et donc en fait ce sont des experts ou ce sont des gens performants dans leur domaine qui deviennent managers. Or, un manager n'est pas exclusivement ou ne doit pas être exclusivement porté par ses performances à la tâche, doit être porté par déjà une motivation à vouloir rassembler, fédérer autour de sujets connexes, transverses, surtout avoir des qualités relationnelles qui me semblent importantes. Or, aujourd'hui, la légitimité d'un manager, encore aujourd'hui, je pense, repose essentiellement sur sa capacité technique. Et voilà, et je ne veux pas dire par là que ce n'est pas important, c'est extrêmement important parce que pour aider les collaborateurs à réaliser une tâche, pour apporter des conseils, la dimension technique est aussi essentielle, mais doit aussi euh, reposer sur des qualités relationnelles et aussi sur une compréhension de ce qui se joue au-delà du domaine technique. Compréhension de ce qui se joue pour l'organisation, ce qui se joue pour les autres équipes, pour créer du lien dans une approche plus horizontale que verticale. Donc, c'est important notamment pour le management, parce que les collaborateurs, et ça, toutes les enquêtes le disent, souvent, ce qui les rattache à l'organisation, c'est le lien qu'ils ont avec leur manager. Donc, ça veut dire que le manager a un rôle pivot. Il va aider effectivement à réaliser les activités, soutenir en tout cas l'action au quotidien, mais il va aussi soutenir la compréhension. Compréhension au-delà du domaine technique de ce qui se joue. Et il va aussi proposer un accompagnement, une façon de se développer, une façon aussi de développer l'employabilité, mais aussi de projeter son collaborateur vers le futur avec des qualités humaines et relationnelles. Donc, Merci Frédéric. ça, c'est très important. Oui, oui, très, très important. Il y a une dernière question. Malheureusement, on arrive à la fin du webinaire, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions. Toutefois, vous pouvez nous contacter, hein. Je vous ai mis notre adresse mail si vous avez besoin d'échanger et d'avoir un peu plus de précisions. Il y a juste une dernière question qui complète très bien ce que vous venez de dire, Dominique. Comment peut-on, quels arguments peut-on utiliser pour montrer que les soft skills sont aussi importantes que les hard skills dans un environnement très technique et scientifique où les non techniques ne sont pas considérés au même niveau que les autres? Alors, la réponse est très simple aujourd'hui. On ne va pas s'attarder, mais il y a des enquêtes. Alors, je vous retrouverai la source parce que là, j'ai pas ça en tête. Je pense que c'est France Travail ou alors le ministère du Travail et de l'Éducation, enfin le ministère de l'Éducation, où on montre que 80% des métiers, des nouveaux métiers d'ici 2030, donc on est vraiment pas loin, n'existent pas encore. Voilà, que ce soit technique ou pas. Pourquoi? Parce que tout évolue très vite, la technologie évolue très vite. Donc, quand on dit technologie, on parle des techniques aussi, hein.
Donc, la question, elle est très simple, c'est de dire si une personne n'est pas capable de s'adapter très vite, c'est ce qui a été évoqué par Dominique, si une personne n'est pas capable d'aborder le changement d'une façon positive, si une personne ou un collaborateur, mais l'entreprise au total n'est pas capable de s'adapter de cette façon-là, eh ben, on va droit dans le mur. Les seules entreprises qui vont vraiment survivre, et ce sont celles qui auront eu la capacité par ces soft skills, donc la capacité des collaborateurs à mieux communiquer, à gérer des projets très rapidement et de façon très efficace et à s'adapter très vite, ce sont les équipes qui vont survivre. Et ça, c'est pas de l'ordre du technique. Les compétences techniques, elles s'apprennent très vite parce qu'aujourd'hui, en plus, on a des dispositifs qui permettent d'accompagner ses collaborateurs dans ça. Par contre, une compétence comportementale, ça prend du temps. C'est la manière de faire face à ces changements-là. Pour vous donner un exemple concret, Zemon Drops travaille avec l'école 42. Donc, l'école 42, c'est une école qui a été fondée par Xavier Niel, donc le fondateur de Free, et qui forme des développeurs web. Donc, on est en plein dans la technique. Nous, on travaille avec eux justement pour les accompagner et équilibrer ces techniques avec les soft skills parce que ça ne sert à rien de pouvoir créer du code si on ne sait pas communiquer avec ses camarades, si on ne sait pas vendre son code à ses clients, si on ne sait pas gérer des projets d'envergure. Et ça, à l'école 42, c'est une école qui est très réputée qui produit des très bons ingénieurs. C'est intégré dedans. C'est d'égal à égal. On n'est pas en train de dire que les hard skills sont pas importantes. Il y a un équilibre à avoir. Et c'est ça qui est important. Donc, on va conclure avec ça. Je remercie encore Dominique de son temps. Je vous remercie tous aussi de votre participation. Pour ceux qui sont venus à ce webinaire et qui n'étaient pas là ce matin, eh bien, vous aurez les replays et aussi pour Dominique, les replays du webinaire. Si vous êtes inscrit dans la liste, vous les recevrez. Dans les commentaires, je vous mets un petit lien si vous voulez nous laisser un avis Google, ça nous permet de grandir. Si vous souhaitez participer à la soirée en ligne gratuitement, vous pouvez vous inscrire aussi sur le site du Nérodé. Donc la thématique, je vous rappelle, c'est la force des liens émotionnels comme moteur de réussite professionnelle et donc on espère pouvoir vous apporter des notions, des idées, peut-être des choses concrètes à mettre en place. Dominique, est-ce que vous souhaitez faire passer un message avant de se quitter? Oui, juste très rapidement, aussi en rebond à un commentaire où on dit de participant ou une participante de dire que est-ce que la personne est faite pour le poste ou est-ce que c'est le poste qui n'est pas fait pour elle. Le poste, et je rajouterai, et le contexte. C'est-à-dire que effectivement, c'est aussi une question de contexte. Totalement. Merci encore à tous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie encore, Dominique. Belle journée à vous. Et on se Merci à retrouve vous. bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.